du direct, ça arrive. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Didier Kuhn du JPMDS. Je vous accueille ce matin. On rencontre un petit souci de connexion avec les intervenants de votre région, ce qui est fort dommage puisque ils sont disponibles. Alors tout le système fonctionne, les questions-réponses, ils sont prêts à vous répondre. Malheureusement, on n'arrive pas à les faire monter sur scène. Donc je suis un petit peu embêté, mais c'est pas très gênant. On va faire le déroulé. Vous pouvez poser vos questions en même temps. Donc si quelqu'un avait la gentillesse d'en poser une maintenant, de façon à ce qu'on voit si ça fonctionne. Moi je vais vous proposer un petit sondage. Je vais vous demander d'y répondre. Comme ça on va voir comment ça se met en place. Voilà. Merci. Merci, Madame Roger. Bonjour à tous, merci. Vous êtes fort gentil, merci. Vous me rassurez, je suis donc pas tout seul à intervenir sur ce webinaire. Donc, je suis en lien téléphonique à côté avec l'animatrice du comité régional. Bonjour, merci. Avec Nathalie Riquez-Ribeiro, qui est de l'assurance maladie et qui est l'animatrice du comité régional Net Entreprise, qui est le regroupement de l'ensemble des organismes de protection sociale de votre région et avec qui nous organisons ce webinaire. Donc pour être plus efficace, je vais couper ma caméra et du coup je vous imposerai pas ma tête pendant toute la présentation. Et vous aurez un peu plus de place pour lire les éléments. Je vérifie juste. Voilà, tout le monde me dit bonjour. Et je vous en remercie. Donc, c'est très bien. Le sondage, vous n'avez pas. Si, vous avez commencé à y répondre. Merci, je vous remercie. Vous allez en avoir deux autres. Donc, je vous propose de commencer. Parce que vous avez déjà la gentillesse de nous donner votre temps, donc on va faire le plus efficace possible, et puis on reprendra les questions spécifiques en fin de présentation. Je voulais juste répondre à Madame Adias que la DSN est obligatoire dans la fonction publique au plus tard le 1er janvier 2022. Mais vous allez voir dans la présentation, on a les dates 1er janvier 2020 pour les plus grandes collectivités territoriales, ensuite 1er janvier 2021, puis 1er janvier 2022. Au 1er janvier 2022, vous serez toutes et tous avec nous dans la déclaration sociale nominative. Donc je coupe ma caméra, comme ça on laisse un peu plus de place pour la présentation. Et donc voilà le sommaire. Donc on va commencer par des généralités. Ensuite, je vous présenterai le dispositif spécifique pour la fonction publique. Et puis un petit mode d'emploi pour savoir comment garantir la réussite de l'entrée en DSN en 2021. Le système que nous utilisons aujourd'hui, qui malheureusement ne permet pas de faire venir mes collègues, mais va vous permettre de télécharger un support PDF sur lequel vous allez pouvoir effectivement vous référer quand vous aurez besoin. Et puis, le webinaire est enregistré et vous allez recevoir un lien pour pouvoir le revoir en replay. Si jamais il y a un problème de connexion, si vous êtes obligé de nous quitter pour des obligations professionnelles ou autres, vous pourrez vous référer à ce replay, chercher un mot en français, à ce nouveau passage, vous pourrez le regarder en plusieurs fois. Le plus intéressant étant le PDF, puisque vous allez voir qu'à la fin, on a un mode d'emploi qui peut vous être très utile. Alors, pour ceux qui démarrent, qu'est-ce que la DSN? La DSN, c'est d'abord une mesure qui est portée par les pouvoirs publics. Elle est issue de la loi du 22 mars 2012, qu'on appelle la loi Warsmann,
qui faisait suite aux assises de la simplification, en disant trop d'interlocuteurs, trop de déclarations, trop d'échéances, trop de modalités déclaratives différentes. Finalement, tout ça ne fait que multiplier les chances de se tromper, tout ça ne fait que multiplier les risques d'erreur et d'avoir de mauvaises imputations sur les sommes qui, de toute façon, étaient versées au titre des cotisations. C'est poursuivi en 14 janvier 2014. En 14 janvier 2014 pour le pacte de responsabilité et de solidarité. Et puis, c'est basé en réalité sur un concept, sur un principe qui est le principe dites-le nous une fois, qui dit que quand une entreprise ou une personne a transmis une donnée à une administration ou un organisme de protection sociale, les autres devant y avoir accès ne doivent plus le demander à nouveau. Donc effectivement, beaucoup de données qui étaient dans l'ensemble des déclarations sociales que vous faisiez, on est à peu près à 850 données, on les a ramenées dans le cadre de la déclaration sociale nominative à 450. Alors à cette démarche, plusieurs enjeux. Le premier, bien évidemment, c'était la réponse à la simplification des démarches de l'entreprise, qu'on vous laisse du temps pour vous remettre sur vos métiers, parce que faire des déclarations sociales et avoir un travail extrêmement complexe d'interlocuteurs des organismes de protection sociale, c'était pas donné à tout le monde et que vous aviez plus besoin de temps pour votre métier que pour faire ce genre de déclaration. Sécuriser les droits des agents, donc comme je vous disais, en multipliant les déclarations, on multiplie le risque d'erreur. Fiabiliser les données sociales, comme elles sont de toute façon utilisées pour l'ensemble des organismes de protection sociale et maintenant pour la sphère fiscale, on a une seule donnée et donc effectivement, quand elle est modifiée suite à une anomalie ou suite à un changement de situation, en réalité, c'est changé pour tout le monde en même temps, vous n'avez pas à vous en inquiéter. Optimiser les procédures, ben oui, on passe à un flux mensuel, on arrête de faire toutes ces déclarations. Généraliser la dématérialisation, mais ça n'a été possible que par le fait que l'on passe à beaucoup de comment ça s'appelle, on passe à beaucoup de bureaux et d'entreprises équipées en informatique, donc en capacité de se connecter au web. Lutter contre la fraude, c'est évident qu'à partir du moment où on identifie une entreprise, on identifie un individu, c'est beaucoup plus difficile de lui donner plusieurs statuts le même mois et donc d'être salarié dans un département, de demander des indemnités chômage dans un autre et d'être en arrêt maladie dans un troisième, puisque l'identifiant va être le numéro de sécurité sociale, le NIR, qu'il est individuel et qu'il est utilisé partout. Et puis dernier point, faciliter l'évaluation des politiques publiques, parce qu'en réalité, on s'est rendu compte que quand le législateur ou quand l'exécutif mettait en place une modification, mettait en place un nouveau projet, un nouveau plan, les emplois francs, les emplois aidés, on était dans la capacité, dans un délai inférieur à 20 mois, de savoir si ça avait porté ses fruits ou pas. Avec la déclaration sociale nominative, on le sait dans un délai de 2 mois. Donc on est capable de préciser au législateur ou à l'exécutif quel est le sort qui est réservé aux propositions qu'il vient de faire et aux modifications qu'il a faites. C'est un dispositif qui fonctionne déjà pour le privé. Ça a supprimé 26 procédures déclaratives. Ça s'adresse à une trentaine d'organismes de protection sociale qui sont partenaires du système et à plus de 330 organismes complémentaires. Et dans le même temps, comme je vous le disais, c'est un outil incontournable des politiques publiques qui a permis la mise en place du prélèvement à la source en 2019, qui permet la réforme des APL en 2020, puisqu'au 1er janvier 2021, vous allez voir que les allocations personnelles de logement, enfin toutes les allocations au logement vont être basées sur les revenus et sur les revenus de M-2, donc de 2 mois précédents, donc on va être beaucoup plus près de la réalité de la situation des gens qui auraient besoin de déclencher des aides. Et puis la mise en place de nouveaux outils comme l'indicateur égalité homme-femme qui permet effectivement d'être et je vois pas pourquoi est-ce que moi je viens en plus grand, pardon, l'indicateur égalité homme-femme qui permet de faire fonctionner plus facilement les demandes et les modalités. On a aussi d'autres indicateurs, mais on reviendra un peu plus tard dans ces éléments-là. Comment on fabrique la DSN? On pouvait, comme on le fait d'habitude, créer depuis une page blanche quelque chose de nouveau, faire une énième déclaration. Mais ça n'a pas été l'option qui a été retenue. L'option qui a été retenue, ça a été de co-construire avec l'ensemble des acteurs. Alors dans le cadre
de la fonction publique. On a un interlocuteur central qui est le groupement d'intérêt public modernisation des déclarations sociales, donc le GIPMDS, dans lequel je travaille, qui organise la mutualisation des moyens des organismes de protection sociale pour collecter les données et les cotisations sociales. Et puis, on a eu beaucoup d'ateliers de travail qui ont été organisés avec les éditeurs, bien évidemment, avec les employeurs auto-éditeurs, puisque certains sont propriétaires de logiciels, avec des déclarants qui sont représentés par la DGAFP, la Direction générale de l'offre de soins pour la fonction publique hospitalière, et puis la Direction générale des collectivités locales et la DGFiP pour ceux dont les payes sont gérées par l'État. Et puis des instances de concertation et de pilotage avec la DSS, les organismes de protection sociale, dont l'interlocuteur principal que vous connaissez tous, la Caisse de dépôt et consignation, pour les régimes de retraite CNRACL, RAF et IRCANTEC, et puis la DGFiP pour le PASS, et puis les fédérations des organismes complémentaires. Et en réunissant tous ces gens, on a travaillé sur quelles sont les pratiques de paye, comment est-ce qu'on peut les adapter à cette norme unique, puisque en réalité, la DSN, c'est une nouvelle norme. Pour rentrer dans cette nouvelle norme, on vous propose ce qu'on a appelé un cercle vertueux. Alors là, bien évidemment, vous pouvez constater que ce cercle est coupé en deux et que c'est en réalité qu'un seul demi-cercle. Mais on va déjà faire les premières étapes. On vous demande de déterminer les SIRET qui seront déclarées. Généralement, on va y revenir un peu plus tard, généralement, on vous invite à utiliser le SIRET de l'établissement qui gère la carrière et qui fait la paye des agents, sachant que, par exemple, dans une commune, on peut avoir 5 ou 6 SIRET, que la maille déclarative, le niveau déclaratif de la DSN étant SIRET, on pourrait attendre autant de DSN que de SIRET, ce qui est complètement illogique. Donc, on part du principe d'avoir un SIRET déclarant avec une petite vérification à faire de toute façon à votre niveau, c'est de voir que ce SIRET est déjà un compte cotisant à l'URSSAF, c'est-à-dire qu'il est déjà identifié au niveau de l'URSSAF. Ensuite, on va vous proposer de contrôler les SIRET déclarés et les lieux de travail. On va vous proposer des outils. On vous demande de vérifier le NIR de vos individus. On parle d'individus parce que c'est le mot qui nous permet de regrouper toutes les facettes que peut avoir la vie professionnelle d'une personne en étant salarié, non salarié, gérant d'entreprise, agent de collectivité territoriale, fonctionnaire d'État, mais tous ces statuts différents s'appliquent à la même personne et la façon de l'identifier, c'est l'individu, donc c'est pas péjoratif du tout, mais on vous demande de vérifier donc le numéro de sécurité sociale de chacun et en France, on a la particularité, à partir du moment où une personne naît, sur le sol français, elle se voit attribuer un numéro de sécurité sociale qui va le suivre toute sa vie. Donc, ce qui était différent, parce que jusque-là, jusqu'à il y a quelques années, on attendait d'avoir un NIR pour chaque individu et on utilisait les NIR des parents de la famille. Depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, on est avec des NIR pour chaque individu dès la naissance. On vous proposera un outil effectivement qui permet de le vérifier puisqu'on a besoin que 99% des agents, donc des individus, aient des numéros de sécurité sociale certifiés. On va vous proposer de contrôler ces éléments-là avec un outil qui s'appelle DSNVAL qui va dire si votre fichier est lisible par le système, si là où on attend des chiffres, il y a bien des chiffres, si là où on attend des lettres, il y a bien des lettres. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez le son avec... Mais ça fait un petit écho, donc... Hop. Le micro de Camille, voilà, on revient. Et puis donc, je suis vraiment désolé, on essaye de monter l'opération au fur et à mesure, et là visiblement aujourd'hui on rencontre un petit problème technique, j'en suis désolé. En plus de l'outil DSNVAL, on va vous proposer d'avoir des fiches de paramétrage, puisque pour tout ce qui va être organisme complémentaire ou supplémentaire, on aura, vous avez déjà des contrats, et on va avoir la possibilité de le mettre en place. Ça y est, Camille vient de nous rejoindre. Est-ce qu'on peut essayer le son, Anne-Camille ?
Je ne sais pas si vous arrivez à parler. Bonjour, oui, Ah, bonjour. Excusez-moi, j'avais un grand écho, du coup, je n'entendais rien du tout. Donc oui, je suis bien là, désolée, excusez-moi. c'est excellent. Mais c'est pas du tout. Moi, je suis tellement heureux de plus être tout seul sur scène et d'être rejoint par. Donc voilà. Je suis désolé pour ce problème technique dont j'ignore l'origine, mais on va maintenant que vous êtes avec nous, c'est parfait. On va pouvoir avancer sur répondre en direct s'il y a quelques questions. Il y avait quelqu'un qui disait qu'on n'entendait plus rien. Est-ce que le son est revenu auprès de vous? Je pense que oui, c'était avec l'écho qu'on avait le souci. Oui, c'était un écho. Alors, sur les étapes clés du bon démarrage, on vous a repris, merci Madame Lalice, on a repris les éléments que je vous ai cités dans ce fameux demi-cercle. Vous avez déterminé les sirettes qui seront déclarées. Comme je vous disais, on veut respecter une maille déclarative adéquate, donc il faut effectivement vérifier que l'on se trouve avec un établissement qui a un SIRET qui est connu comme étant un compte cotisant auprès de l'URSSAF, de façon à ne pas avoir à le refaire. Alors, si vous ne l'utilisez pas déjà pour faire des payes, on vous invite à vous rapprocher de votre URSSAF pour vérifier que ce compte est bien identifié chez eux et qu'on pourra le faire correctement. Puis dans la colonne de droite, dans la colonne jaune, vous avez ce qu'on appelle les ressources à disposition. On vous a mis des fiches consignes. On a créé toute une série de fiches consignes qui sont là pour répondre aux problèmes qui nous ont été posés, aux questions qui nous ont été posées, et de façon à éviter que chacun perde du temps à se repositionner sur le sujet. On a créé ces fiches consignes qui vont vous permettre d'avoir un accès direct. Sur DSN Contrôle SIRET, qui vous permet de contrôler si effectivement les SIRET sont connus et si le lieu de travail que vous vous apprêtez à affecter est un lieu de travail qui est identifié. On a dans les comptes rendus qui vont revenir, on a le bordereau d'identification des salariés, mais auparavant, on vous propose de vérifier les NIR de vos agents, sachant que quand on a les bilans d'identification des salariés qui remontent avec des anomalies, on vous invite à vérifier auprès de votre agent le niveau d'anomalie et ce qui se passe, et c'est à lui de faire les modifications auprès de sa caisse d'assurance maladie. Le contrôle des fichiers, donc la page DSN-VAL, la page DSN-FPOC, et puis les idées de contrôle métier. Donc là, on vous propose un protocole de pilote pour 2020 et bientôt protocole de pilote 2021, et puis le tableau de bord de la déclaration sociale nominative, on va revenir dessus. Point absolument important, il faut à tout prix que vous ayez démarré au 1er janvier, que ce soit 1er janvier 2020 ou 1er janvier 2021 ou 1er janvier 2022, on a besoin que vous soyez sur le 1er janvier. On ne peut pas faire d'entrée en DSN en cours d'année. Sur le dépôt, on a deux modes de dépôt qui sont disponibles. Le premier qui est en mode interface applicative, là c'est votre logiciel qui est connecté directement en mode machine to machine au système d'information Net Entreprise, au système d'information de la DSN. Et là, c'est auprès de votre éditeur qu'il faut pouvoir mettre ces éléments en place. Et puis en mode upload, où on a le système de dépôt de fichiers à partir du portail Net Entreprise, à partir du tableau de bord. Et là, donc, vous avez effectivement à nouveau en bas une note d'information très complète qui va vous permettre de vous familiariser avec ce mode de fonctionnement. Alors, Madame Roisin nous dit, j'ai pas prêté attention, comment va-t-on pouvoir récupérer ces fichiers? J'ai juste une petite question. De quel fichier parlez-vous, Madame? Et je vais pouvoir vous répondre. La slide suivante, c'est sur la logique DSN et sa temporalité. On quitte complètement le système de déclaration qui vont être à date, avec des jalons calendaires, avec des répétitions et avec ceux... alors, ceux qui sont dans la colonne jaune, Madame Roisin, je m'interromps du coup pour vous répondre, dans le PDF que vous pouvez charger sur l'outil, sur Livestorm, dans ce PDF, vous avez ce sont des liens hypertextes. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Sinon, je vous invite dans n'importe quel navigateur, vous tapez DSN, déclaration sociale nominative, donc DSN, et puis ensuite, la question que vous posez, ça va vous emmener directement sur la fiche consigne qui est accessible dans la base de données Net Entreprise.
si vous n'avez pas utilisé le lien qui est sur la partie droite, sur la colonne de droite de la présentation. Donc, je vous disais, on quitte le système déclaratif, on rentre dans un système de contrôle continu. Et du coup, on se retrouve avec une déclaration mensuelle qui porte sur ce qu'on appelle le mois principal déclaré. Le mois principal déclaré, dans le système des DSN, il doit être fait, il doit être transmis au plus tard, le 5 du mois M+1 à midi, ou, dans certains cas, pour ceux qui sont avec des cotisations trimestrielles, le 15 du mois M+1 à midi. Cette échéance, vous la connaissez déjà, puisque soit vous êtes mensualisé, soit vous êtes au versement de cotisation mensuelle. La DSN ne change rien à ce système-là, même si le législateur a prévu que la mensualisation devenait obligatoire et que si vous ne souhaitiez pas passer au mode mensualisation, il fallait en demander la modification auprès de l'URSSAF, auprès de votre URSSAF. On dit avant midi parce que après midi, on sait qu'on ne peut pas traiter les différentes déclarations qui sont faites et elles vont pas être envoyées directement aux organismes. Donc, par exemple, le salaire du mois de mars, la paye du mois de mars va passer en DSN le 5 ou le 15 avril. Avant l'échéance, vous pouvez faire des dépôts jusqu'à un mois d'avance, donc ça répond tout de suite à la question que vous allez me poser. Et quand est-ce que je pars en vacances, puisque je dois faire une DSN tous les mois? On peut la préparer avec un mois d'avance. Par contre, après l'échéance, on ne peut plus faire d'annulaire en place. Tout ce qui n'a pas été transmis est considéré comme tardif, donc sujet éventuellement à des pénalités. Par contre, toutes les erreurs et toutes les corrections qui pourront être faites seront faites dans le fichier de la DSN du mois suivant avec des blocs, ce qu'on appelle des blocs correctifs. Donc, une fois que le dépôt est effectué, qu'on arrive à la date d'échéance, vous recevez un certificat de conformité qui vous libère de vos obligations déclaratives. Alors, ça ne veut pas dire que ce qui est dans la DSN, on reconnaît que c'est parfait. Ça veut juste dire qu'on reconnaît que vous avez transmis la DSN, que vous avez rempli votre obligation sur ce système. Je réponds juste à Madame Adias sur les prestataires vont encore en profiter pour facturer la nouvelle prestation. Ce n'est pas une nouvelle prestation parce que si vous passez d'une déclaration mensuelle à la place de 26 autres déclarations calendaires, effectivement, c'est un mode de fonctionnement différent, mais c'est pas effectivement une prestation complémentaire, c'est une prestation différente. Et effectivement, c'est dans les négociations que vous pouvez avoir avec eux qu'il faut faire éventuellement évoluer les choses. Ça n'est pas quelque chose qui se rajoute à tout ce qu'ils faisaient auparavant. C'est une façon de faire qui est différente, qui nécessite peut-être effectivement de leur côté des efforts de paramétrage au départ, mais ensuite c'est une grande simplification puisque la DSN est en réalité la dernière étape de la paye. C'est une suite logique de l'établissement de la paye. Pour ce qui est de la logique et de sa temporalité, donc en résumé, la DSN c'est une déclaration mensuelle qui porte sur le mois principal déclaré, établi à partir des données de la paye, on ne réinvente rien. Le dépôt peut être effectué soit manuellement depuis le tableau de bord DSN, donc mode upload, ou en transmission directe en machine to machine depuis votre logiciel de paye. On peut déposer une DSN jusqu'à sa date d'échéance s'il y a une erreur, et selon bien évidemment le type d'erreur ou le type d'anomalie. Des contrôles de format vont se déclencher. On a des contrôles bloquants, ça veut dire que la DSN ne peut pas être déposée, que vous devez les rectifier, et que vous devez redéposer une DSN avant l'échéance. Le contrôle bloquant qui dit vous avez le 5 à midi, vous ne pouvez pas déposer votre DSN, vous ne pourrez pas utiliser le contrôle bloquant après en disant mais moi je suis de bonne foi, j'ai tout fait pour que ça soit fait. Non, tout faire pour que ça soit prêt, c'est vérifier en amont de l'échéance qu'on avait un fichier qui était effectivement utilisable ou lisible. Pour rien vous cacher, on est quand même à 96% de déclarations et on en reçoit plusieurs millions par mois, plusieurs millions de DSN chaque mois. On est avec effectivement un taux de 96% de conformité. Donc les 4% de non-conformité sont généralement dus soit à des problèmes techniques de la machine qui a préparé la DSN qui a préparé le flux, soit un problème une coupure microélectrique
micro-coupure électrique ou des choses comme ça, ou une rupture du réseau Internet au moment où vous faites la transmission pour expliquer qu'il y ait un problème de conformité. Et puis, il y a aussi des contrôles non bloquants. On s'aperçoit, on fait des contrôles de cohérence entre les déclarations, entre les éléments. Si vous nous déclarez un salaire total donc pour 10 000 euros et que vous avez 200 agents, 10 000 euros, 200 agents, on fait vite le lien en se disant il y a un petit problème, ou alors à l'inverse, hein, vous avez un salaire complet de 150 000 euros et vous avez 2 agents, ça veut dire qu'ils seraient payés 75 000 euros chacun par mois, ce que je vous souhaite tous, hein, mais on sait bien que c'est pas la réalité. Donc il y a des contrôles de cohérence qui sont faits aussi, et on vous invite, si c'est fait en amont, à faire des corrections avec un système d'annuler en place. C'est-à-dire que vous refaites une DSN et le nouveau fichier, avant l'échéance, le nouveau fichier écrase l'ancien. Et le nouveau fichier avec les éléments corrigés ou avec les nouvelles données. Parce que vous avez effectivement, peut-être, c'est pas seulement une erreur, il peut y avoir des anomalies, et il peut y avoir aussi des ajouts de dernière minute que vous souhaitez faire. Tant qu'on n'est pas à la période d'échéance, vous pouvez le faire on annule et remplace. Et puis, pour terminer, ce flux qui est constitué, il est envoyé aux différents partenaires. Alors, pour la caisse de dépôt et consignation, c'est date d'échéance plus 3 jours, c'est-à-dire le 8 ou le 18, pour les régimes qui seront gérés par la caisse de dépôt et consignation. Et à ce moment-là, vous pouvez voir au niveau du tableau de bord, vous pouvez voir effectivement qu'on est sur cette Voilà, c'était encore là, excusez-nous. Sur la démonstration de dépôt, vous avez effectivement différents retours qui sont possibles avec ces fameux comptes rendus métiers. Donc, je vous invite à cliquer sur le protocole pilote, alors pas maintenant, hein, mais d'aller voir pour le protocole pilote. On vous explique comment fonctionnent les contrôles métiers, le certificat de conformité, à quel moment il est envoyé, comment vous pouvez le lire, les bilans d'anomalies, et puis le bilan d'identification des salariés qui vous permet de vérifier effectivement que les NIR sont certifiés. Tous ces retours sont mis à disposition dans le tableau de bord, et quand vous faites des dépôts en mode API, c'est-à-dire machine to machine depuis le logiciel, ils sont mis à disposition dans le logiciel. Vous n'avez pas besoin de vous connecter au tableau de bord, sachant que s'il y a le moindre doute, c'est le tableau de bord effectivement qui fait foi. On va attaquer donc le cadre réglementaire. Donc comme je disais pour répondre à la première question, vous avez effectivement les échéances qui vous donnent en fonction de la fonction publique dans laquelle vous êtes, c'est pas français, en fonction de la fonction publique, selon la fonction publique dans laquelle vous êtes, fonction publique territoriale, fonction publique d'État ou hospitalière, la taille de votre établissement et le nombre d'agents vous donnent l'échéance à laquelle vous devez rentrer, sachant que ça s'adresse non pas aux SIRET, mais que ça s'adresse aux SIRON. C'est-à-dire que si sur une commune, vous avez dans le même SIRON la commune, le CCAS, plus des associations sportives ou des choses de ce type-là qui sont gérées de façon municipale, c'est la somme de tous ces SIRON qui vous donne le niveau d'entrée dans la DSN. Et à partir du moment où un SIRON doit rentrer, est attendu au 1er janvier 2021, c'est l'ensemble des SIRET qui en découlent qui doivent y rentrer. Il n'y a aucun report, il n'y a pour l'instant, toutes les demandes de report qui ont été faites, toutes les demandes de dérogation qui ont été transmises ont été systématiquement refusées. Donc, on vous demande de pouvoir le faire et donc de vérifier au niveau de ce SIRON. Alors, il n'y a pas que des obligations, il y a aussi des simplifications. La DSN, ça remplace pour vous, pour la fonction publique, la DATSU, qui était transmise jusque-là à la Caisse de dépôt pour les régimes de retraite, CNRACL, RAF et IRCANTEC, la DUX pour son volet URSSAF, et puis, bien évidemment, le pass étant inclus dans la DSN, vous ne faites plus les déclarations passereau. Avec une petite précision, la DUX et la DATSU vont disparaître définitivement au 1er janvier 2022. Ça a été effectivement acté dans un décret et du coup, on ne pourra plus utiliser ces déclarations. Vous serez obligatoirement dans le système DSN. Pour répondre à Madame Roger,
vous avez un SIRAN de plus de 100 agents et un autre de moins de 100, vous pouvez parfaitement rentrer en 2021 pour les deux SIRANs. Les jalons du 1er janvier 2021 et 1er janvier 2022 sont des jalons au plus tard. Donc, mais vous pouvez parfaitement, si vous avez les outils et si vous pouvez faire le paramétrage pour l'ensemble de vos SIRANs au 1er janvier 2021, rien ne vous interdit de rentrer en DSN en amont pour au moins un SIRAN, et c'est vrai que ça va vous simplifier la vie d'avoir le même mode de gestion des deux SIRANs, si tant est ce que je comprends, vous êtes, et même réponse pour Madame Eddy, bien évidemment, vous pouvez rentrer dès le 1er janvier 2021. Alors dans la DSN a été au départ créée pour le régime général, pour le privé, et dans le cadre de la fonction publique, on s'aperçoit que les termes ne sont pas exactement les mêmes. Alors plutôt que de refaire une deuxième DSN simplement en changeant des noms, on a publié un lexique et on a fait le lien entre ce qui était existant dans la DSN et ce qui était existant dans vos pratiques de paye. Par exemple, dans la DSN, le salarié, c'est un agent public. Une entreprise ou un tiers déclarant, c'est l'administration ou l'organisme public. Le salaire, ça correspond au traitement. Et puis, élément important, le contrat, ça désigne la relation employeur-agent. Et vous allez voir que c'est important parce que dans la DSN, on doit déclarer effectivement le début et la fin des contrats. C'est cette fameuse relation employeur-agent. Au moment où, par exemple, vous allez avoir des agents détachés, cette notion de contrat va jouer puisque vous allez avoir les deux établissements, celui de détachement et celui d'accueil, qui devront déclarer dans la DSN l'agent, dans un cas en ayant effectivement une suspension du contrat et dans l'autre un début de contrat. Alors ce ne sont pas des vrais contrats, mais ce sont ces éléments, cette relation employeur-agent dont on va devoir tenir compte. Bon, c'est exactement ce que je viens de vous dire sur le contrat, donc vous aurez l'occasion de relire ce que je vous ai dit avec d'autres mots et bien moins que mes collègues qui ont eu à le faire par écrit, moins bien que ce que l'on fait. Et puis l'autre élément qui est spécifique à la fonction publique, c'est que pour le régime général, la quotité de travail, elle est mensuelle. La DSN est mensuelle, la quotité de travail, elle est mensuelle. Dans la fonction publique, vous avez besoin d'avoir des quotités de travail déclarées en heures hebdomadaires en fonction des statuts. Donc on rentre dans cette nouvelle donnée dans la DSN qui est la quotité de travail. L'élément dont je vous parlais tout à l'heure, la gestion des détachements. Un fonctionnaire détaché est bien évidemment lié à deux établissements, son établissement d'origine et son établissement d'accueil. Dans les deux cas, la DSN répond à deux grands principes. Les modalités déclaratives seront différentes d'un établissement à l'autre. Mais par contre, les deux établissements, effectivement, doivent déclarer le fonctionnaire. Par contre, un seul des établissements, bien évidemment, déclare les cotisations. Et ça, c'est défini en fonction du type de détachement et de la fonction publique dont le fonctionnaire relève. Et ça, vous aurez le détachement à déclarer dans l'établissement d'origine comme une suspension du contrat. Et vous avez une fiche consigne, la 2055, qui est très claire, qui vous permet de le faire effectivement en direct. Sur le point d'avancement, on est avec un peu plus de 1000 employeurs déjà qui sont dans la fonction publique territoriale qui sont entrés en janvier 2020. Vous avez leurs détails. Surtout, vous avez aussi des éditeurs. Berger-Levrault, EXA, Sopra, HR Software, mais Merystream avec JVS, Cyril, Cosolus et GFI Profigitiels qui vous renseignent sur le fait que l'éditeur avec lequel vous travaillez est déjà en DSN ou pas. On a déjà 680 000 agents qui, depuis janvier 2020, voient leur déclaration sociale et leur cotisation réalisées par une DSN. Le mode de fonctionnement en pilote, alors effectivement, c'est ce que je vous invite à faire rapidement parce que ça vous permet de tester sur une plateforme de test le fichier DSN que vous avez en vrai, puisque vous avez des remontées des comptes du métier qui vous sont faits, sachant que vous continuez en double commande à faire les déclarations habituelles que vous faites aujourd'hui. La DSN, tant que vous êtes en mode pilote, n'est pas, ou en mode test, ne remplace pas, ne se substitue pas à vos autres déclarations. Et je vous rappelle que vous ne pouvez le faire qu'à partir du 1er janvier. Vous avez le pilote en norme 2020 qui est ouvert. On va passer au pilote en norme 2021. On y est passé depuis le mois de septembre, sachant que, bien évidemment, on aura un pilote
pour l'année 2022 et ce pilote aura la joie de s'appeler norme 2022 et sera disponible à partir du premier mois du 4e trimestre 2021 et ce sera la norme 2022. Comment réussir son entrée dans la DSN? En réalité, on a eu, nous, une communication progressive. On vous a envoyé un maximum d'informations, que ce soit la caisse de dépôt de consignation, que ce soit les associations de centres de gestion, ou même nous-mêmes, le GIP. On a envoyé toute une série de communications à destination des collectivités territoriales pour leur dire qu'il fallait commencer à se préparer parce que c'était un travail à long terme. On a organisé l'entrée en DSN en fonction de strates d'employeurs. Et puis, on s'est proposé, et c'est le but de cette réunion aujourd'hui, pour vous accompagner. L'accompagnement, il est fait, et vous avez les quatre types, les employeurs, pour tous les employeurs éditeurs, pour ceux qui sont, et les éditeurs, pour ceux qui sont rentrés dans les phases pilotes, qui ont accompagné leurs éditeurs, les éléments spécifiques pour ceux qui rentraient, alors on appelait ça les fenêtres, les échéances janvier 2020, 2021 ou 2022, et puis pour les centres de gestion et les correspondants hospitaliers. Donc par exemple, pour ceux qui doivent rentrer au 1er janvier 2021, il y a une communication pour les décideurs, on a envoyé des courriers aux directeurs, aux présidents d'associations, il y a toute une série d'emailing qui sont faits, on a des sessions comme celle d'aujourd'hui pour vous présenter le sujet, et puis d'actions de terrain qui malheureusement pour le moment sont un peu limitées, puisque les effets de la crise sanitaire due à la Covid-19 empêchent de faire beaucoup de choses en présentiel ou de vous accompagner en réel tous les jours. Mais à disposition, vous avez une série d'outils, vous avez une base de connaissances. Cette base de connaissances, elle est issue justement de notre connaissance des pratiques de paye de la fonction publique et des façons et des modalités, des bonnes pratiques, des modalités qui ont été utilisées par les entreprises du secteur privé pour rentrer dans la DSN. Tout ça, c'est dans des fiches consignes. Il y a une masse considérable d'informations qui est sur un site qui s'appelle DSN Info, qui depuis peu intègre Net Entreprise, mais que vous pouvez toujours accéder auquel vous pouvez toujours accéder par l'adresse DSN Info, DSN-info-du-6 info. On a essayé de vous simplifier un peu la tâche. Alors, la mission du GIP n'est pas de simplifier, la mission du GIP, elle est de masquer la complexité. Donc, on a créé des parcours utilisateurs. Et vous avez un parcours utilisateur fonction publique dans lequel on a rassemblé les principales fiches consignes et surtout toutes celles qui étaient spécifiques à la fonction publique. Mais on n'a pas fait que ça. On vous a mis à disposition des MOOC et des vidéos qui reprennent des cas concrets de paye. Comment je déclare un agent, comment est-ce que je fais avec un détachement, comment est-ce que je gère une mutation, quelqu'un qui passe au-delà des 28 heures hebdomadaires, donc qui n'est plus à la CNRACL, mais qui est à l'IRCONTEC, ou l'inverse. Voilà. Ces cas-là sont expliqués avec des petits MOOC. Quand vous accédez à DSN Info, quand vous accédez à ce site, on va vous proposer de créer un espace personnel. Je ne sais pas comment vous dire à part je vous invite, parce que je ne peux pas vous obliger à le faire. Mais je vous invite très fortement à le faire. Parce que quand vous créez votre espace personnel, vous allez pouvoir y collecter, y rassembler toutes les informations que vous avez recherchées. Et avec une particularité, c'est que vous allez pouvoir vous abonner à ces informations. Parce que on l'a vu depuis quelques années maintenant, régulièrement, des décrets sont publiés portant simplification ou portant modification, quelquefois sur des informations qu'on vous avait déjà données. Quand vous êtes abonné à une fiche consigne ou à une documentation, quand il y a une modification de cette fiche consigne ou de cette modification, vous êtes informé qu'il y a eu un changement et du coup, vous serez toujours à jour sur l'information que vous possédez. Donc, je vous dis, je peux pas trouver de moyen coercitif de vous obliger à ouvrir un espace personnel, mais je vous y invite très fortement et surtout abonnez-vous aux questions. Simple exemple, hein, quand on a démarré la DSN, il y avait 17 notions d'effectifs. Ce qui veut dire qu'en fonction de ces notions-là, on pouvait vous demander un nombre de salariés différents. Alors c'était effectif en début de mois, effectif en fin de mois, effectif cadre, effectif 17 notions différentes. Avec tous les décrets portant simplification, aujourd'hui, on est passé de 17 à 2. Si vous vous contentez de lire la première fiche qui parle des 17 fiches des 17 notions d'effectifs,
eh ben, c'est foutu. Vous n'êtes pas, vous allez avoir des erreurs dans vos DSN et vous allez avoir des anomalies à régler. Alors que si vous êtes abonné à la fiche quelles sont les notions d'effectif, quand il y a une modification, quand on est passé de 17 à 12 et de 12 à 5 et de 5 à 2, vous recevez un mail directement dans votre boîte qui vous dit attention, l'information que vous avez demandée relative aux effectifs vient de changer. On vous invite à prendre connaissance de ce changement. Donc très franchement, c'est vraiment quelque chose qui va être très utile. Alors, je vous parlais d'un parcours utilisateur. On l'a fait avec un guide de démarrage spécifique FP que je vous invite à aller consulter et à regarder parce qu'on a mis dedans les différentes étapes qui, à notre avis, étaient nécessaires et qui, de l'avis des pilotes, puisqu'on a déjà les premiers déclarants de la fonction publique depuis le 1er janvier 2020 qui sont dans la DSN, on a pu noter ce qu'impliquaient certaines pratiques de paye spécifiques de la fonction publique. On a pu lever des zones chaudes sur lesquelles il fallait être extrêmement attentif pour ne pas justement avoir de soucis derrière et pour être au plus facile. Donc ça, c'est dans le guide de démarrage et je vous invite à le consulter. Et puis on a le lexique parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a toute une série de termes qui ne sont plus les mêmes. Pour vous aider, vous avez aussi tout ce qui est documentation proposée par tous les régimes qui sont gérés, eux, par la Caisse de dépôt et consignation, mais qui vous aidaient déjà auparavant, qui vont continuer à vous aider. Donc, on vous a mis des adresses pour le CNSCRL, le RAF et l'IRCANTEC, avec toute une série d'outils. Donc, on vous les a détaillés, l'agent virtuel intelligent, des supports pédagogiques, donc en complément de tout ce que vous trouvez déjà sur DSN Info. Sur le suivi des opérations de pilote, sur ce qui s'est déjà passé, on a, vous pourrez le regarder, mais c'était surtout intéressant parce qu'on a remis sous la liste des éditeurs embarqués ceux qui sont en version active et auprès desquels vous pouvez vous rapprocher si vous souhaitez rentrer au 1er janvier 2021 et qu'ils ne vous l'ont pas proposé parce qu'ils sont en capacité de le faire. Alors peut-être pas de vous accompagner, mais au moins de mettre à votre disposition une version qui fonctionne en DSN. On a un suivi quantitatif qui est fait, donc on vous donne les tendances observées, c'est juste pour vous indiquer comment les choses évoluent. Et puis on a repris un cas particulier qui était le centre de gestion du Loiret, qui est donc émet pour 48 collectivités depuis 2020, qui était dans les obligations de 2021 et 2022. Mais pas de le faire. Donc avec un service paye de 4 agents, sur le logiciel Carus, ex-CJ public, et qui déclare 1500 agents en DSN. Quelle préparation? Donc la participation au pilote, les 6 mois de préparation, ils ont eu 6 mois de préparation à 4 personnes pour être le plus efficace possible. Et on revient, bon, je me tais. Ah bah non, elle est repartie toute seule, elle le sait que c'est... on est vraiment désolé, hein, on a l'impression que la DSN marche super bien. Hein, c'est pas du tout. Là, on est sur Livestorm, on n'est pas du tout sur la DSN. Donc, je suis désolé de l'image que ça peut vous donner. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais au moins, vous êtes resté avec nous et ça me rassure sur le fait que ça passe à peu près correctement. Les deux niveaux de difficulté surmontés. C'est un vrai nouveau fonctionnement à appréhender, effectivement, et ils l'ont identifié comme étant une de leurs principales difficultés. Et puis la phase de configuration qui prend du temps. Alors oui, on a effectivement en paramétrage et en changement d'habitude, comment est-ce qu'on collecte les informations, comment est-ce qu'on met en place les différents signalements d'événements ou autres, ça prend du temps. Je vous garantis juste que pour tous ceux du régime privé et tous ceux qui sont aujourd'hui de la fonction publique, qui sont passés à la DSN, en quelques mois, avant même qu'une première année soit passée, en quelques mois, on a des gains énormes en simplification et en éléments à faire évoluer. Sur les différentes étapes, on a une préparation technique et organisationnelle. Donc là, en fonction de vos activités, de vos métiers, vous allez effectivement trouver des réponses à vos principales questions. Si vous êtes en organisation de projet, on vous invite à identifier un chef de projet et à constituer une équipe projet, vraiment fonctionner en équipe projet, identifier un sponsor ou un porteur du projet, et puis impliquer la déclaration de système d'information pour pouvoir
vous créez une roadmap pour pouvoir avancer dans cette intégration. Bon, alors je ne vous relis pas tout parce que vous avez les éléments. On a vraiment deux étapes techniques qui sont importantes. C'est l'accrochage entre le logiciel de paye RH et la paye. Quelquefois, ce ne sont pas les mêmes services. Quelquefois, ce sont des systèmes d'informatique différents. On vous invite à vraiment vous pencher sur le sujet. Et puis, soit de conserver, parce que vous y êtes déjà, soit de passer en mode API, parce que le système upload, à nouveau, on a une intervention humaine qui intervient. C'est pas seulement le logiciel qui, au moment où vous faites entrer, transmet le flux, mais vous devez enregistrer le fichier sur votre ordinateur, ensuite ouvrir le tableau de bord, vous connecter à votre compte, attraper le fichier qui vient d'être créé, le déposer dans le tableau de bord, et toutes ces interventions humaines, toutes ces manipulations sont des sources d'erreurs supplémentaires ou d'erreurs ou simplement d'incidents, pas seulement d'erreurs. On n'est pas à l'abri, je vous disais, de problèmes techniques non plus sur cet élément-là. Les points de vigilance, si vous avez une diversité de population importante, ça veut dire effectivement que vous allez avoir des quantités de travail différentes à gérer. Et si vous avez régulièrement des détachements, c'est des choses qui vont être à mettre en place. L'adoption du principe de la temporalité, et là je vais me prendre une grande respiration, le passage à Passero, puisque vous l'utilisez, ou le passage à la DSN et au pass dans la DSN, nous a fait aborder une notion que nous ignorions jusque-là, qui est la contemporanéité des données. Et on demande, et c'est la DGFiP qui nous a amené sur ce terrain, à transmettre des données contemporaines. On n'a plus de typex électronique pour ouvrir les fichiers et changer les chiffres. Désormais, ils sont au niveau de la paye. Et on sait, par expérience, et puis parce que vous êtes sans aucune flagornerie, vous êtes des grands professionnels et que c'est des métiers complexes, les métiers de la paye et des RH, on sait que vous êtes extrêmement attentifs à ne pas ni dépenser de l'argent public quand vous êtes dans une collectivité et dans la fonction publique, ni surtout à flouer ou à ne pas être le plus précis possible dans l'exercice, la transmission et l'ouverture des droits de vos collègues agents. Et donc on sait que la paye dans 99,99% des cas, elle est juste du premier coup. Alors c'est complexe. C'est pour ça qu'il y a possibilité de faire une annulaire en place avant l'échéance. C'est complexe, donc c'est pour ça qu'il existe une capacité à faire des corrections dans des blocs changements dans les DSN suivantes. Mais on sait aussi que quand la paye est bonne, la DSN est bonne, puisque c'est la dernière étape de la paye. Je pourrais terminer là-dessus, mais je crois que j'ai encore une slide derrière. C'est dommage, parce que ça faisait une belle phrase pour terminer une présentation. Quand la paye est bonne, la DSN est bonne. Sur les différentes choses à régler au plus tôt, il y a les notions d'accompagnement au changement. L'acculturation, elle est importante. Elle est importante. Ça fait des années que vous travaillez avec des modes de fonctionnement et on vous demande d'en changer. Donc, il y a une vraie acculturation à faire. Il y a une vraie de nouvelles compétences à saisir. C'est surtout des nouvelles façons de faire qui peuvent être un peu stressantes et angoissantes au départ. Imaginez le travail que ça a représenté pour les organismes de protection sociale, que j'appelais régulièrement pour me moquer les vieilles filles issues des ordonnances de 45, avec les millions de salariés du régime général du privé qui sont passés dans la DSN, on n'a pas eu une seule interruption de droit, on n'a pas eu un seul manquement au financement de la protection sociale, et pourtant ça a été un changement absolument radical, puisqu'on est passé à une dématérialisation des données et un flux. Donc c'est vraiment une acculturation importante. J'aurais tendance à vous dire qu'on aurait on devrait de temps en temps intituler un chapitre « N'ayez pas peur, faites-vous confiance ». C'est compliqué, mais je pense que vous avez déjà eu à absorber des changements et des chantiers techniques bien plus, tout aussi complexes, si ce n'est bien plus complexes, et avec succès. Et on a l'expérience aujourd'hui pour vous dire que non, c'est pas facile. Non, ça se fait pas dans un claquement de doigts. Mais oui, tout le monde y arrive. Et oui, à quelques éléments près, on y arrive rapidement et de façon simple. On a besoin de mobiliser les équipes. Je ne sais pas comment pour chacun d'entre vous sont organisées justement les ressources humaines, la paie, la comptabilité. Est-ce que vous passez par la trésorerie? Est-ce que vous avez tout en direct? Est-ce que vous êtes au niveau d'une agglomération? Est-ce que vous êtes dans un regroupement?
ce sont des modalités qui sont différentes. Il faut vraiment mobiliser les équipes pour pouvoir être en accord avec le chemin que vous prenez et surtout les différents jalons. Il faut communiquer auprès du personnel parce que vous avez une obligation d'informer que les éléments de paye sont transmis à l'intérieur d'un flux dématérialisé. C'est le règlement général de protection des données, le RGPD, qui l'impose. Mais c'est dans le guide technique. C'est dans le guide, dans le cahier d'entrée, le cahier technique d'entrée en DSN, toutes ces étapes vous sont proposées. Et puis dans la mise en pratique, vous pouvez effectivement participer au pilote et à la non-régression. En réalité, c'est quelque chose qui va se faire sur des délais très courts désormais, donc c'est plus par des phases de test que par ces éléments-là. Essayez de transmettre au plus tôt une DSN, vous mettre le plus tôt possible en conditions réelles, c'est-à-dire une paye avec un dépôt mois par mois. Et puis on vous demande de prendre en compte les retours, les améliorations. Il y a quand même une excellente nouvelle. C'est qu'une anomalie détectée en DSN, quand elle est identifiée, qu'elle est corrigée, elle ne se produit plus. Quand vous faisiez une erreur de taux ou une erreur d'inscription à l'intérieur de la DUX, eh ben, vous étiez en capacité, parce que une erreur, ça peut être faite en toute bonne foi, vous étiez en capacité de la reproduire tous les mois pendant des années, jusqu'à ce qu'effectivement, lors d'un contrôle, on vous dise, mais non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Et du coup, il y avait tout à rattraper. En DSN, on vous le dit dès que c'est transmis. On vous dit, attention, ah là, on ne s'attendait pas à ça, ou alors, ah là, il y a une petite erreur. Si vous la changez, vous n'y reviendrez pas. Et en plus, dans la DSN s'appuie sur une norme qui s'appelle la norme NeoDes. Quand il y a des modifications demandées par le législateur ou demandées par des pratiques de paye ou par des obligations professionnelles, elles sont faites en norme. La norme impacte tous les logiciels de paye et les logiciels de paye impactent tous les salariés et toutes les payes que vous faites, tous les agents et toutes les payes. Donc de toute façon, une modification, elle est automatisée auprès de tout le monde, elle va concerner tout le monde, et c'est effectivement un grand changement, puisque d'un logiciel de paye à l'autre, vous avez des changements de forme, mais vous n'avez pas des changements de fond. La norme s'impose pour tous. Sur les enseignements que le centre de gestion avait ressortis, le gain de temps et simplification, et effectivement, toutes les déclarations se font en une seule fois. Une personne, en 3 jours, réalise 48 DSN, et bientôt 0 DATU, puisqu'ils ont encore des salariés qui n'étaient pas encore rentrés en DSN, mais là, c'est parce qu'on était dans le cas d'un centre de gestion et avec plusieurs sirens pour qui ils faisaient la paye. Et puis, une fluidité accrue, une fois que le processus est maîtrisé, effectivement, c'est une chose qui est répétitive et qui est une vraie étape de la paye et non plus des échéances déclaratives différentes. Il y a une intégration plus simple des régularisations, vous en apercevrez quand on abordera le côté expertise, et bien évidemment, moins de sources d'erreurs. On a des axes d'amélioration qui sont demandés, alors qui étaient au début disposés de CRM complet, CNA, CLA et Context sur le tableau de bord DSN. Ça, c'est les évolutions qui sont prévues, donc on y travaille, c'est suite aux demandes qui ont été posées. Et puis, l'extension du périmètre au signalement arrêt de travail, on a effectivement cette évolution qui doit se mettre en place. C'est aujourd'hui et jusqu'au 1er janvier 2022 quelque chose qui n'est encore pas obligatoire. Voilà, j'allais vous remercier de votre attention surtout, pour votre participation. Je remercie mes collègues de Picardie d'être avec nous et d'être à votre disposition. J'ai vu que pas mal de réponses avaient trouvé pas mal de questions avaient trouvé une réponse qui avait été portée par nos collègues de l'URSSAF, Benoît Orsazac, et par Anne-Camille Marlier, donc au titre de l'URSSAF, et puis par Nathalie Riquez-Ribeiro, qui elle est de l'assurance maladie. Donc si vous le souhaitez, je vais vous renvoyer un petit webinaire, un petit sondage, bien évidemment, sur est-ce que ça a répondu. Et puis surtout, quelque chose qui va m'intéresser, si vous pouvez prendre 12 secondes pour y répondre, c'est si vous pouvez nous donner la date d'entrée en DSN telle qu'elle est prévue, si vous avez une obligation au 1er janvier 2021 ou 2022. Ce que je voulais vous préciser en dernière limite, c'est que si vous avez une obligation d'entrée au 1er janvier 2021, on a effectivement les collègues qui sont à disposition
et qui peuvent vous répondre. Si vous avez des questions à poser, on peut le faire par mail. Vous pouvez toujours le faire en direct auprès des organismes. Le fait de dématérialiser les déclarations ne dématérialise pas les humains. Vous avez des intervenants qui restent à votre disposition. Donc pour Monsieur Bombray, doit-on toujours établir les attestations Pôle emploi? Alors je vous remercie de cette question assez particulière. Elle a l'air toute simple comme ça. En réalité, elle éclaire quelque chose qui est complètement différent avec la déclaration sociale nominative. Jusque-là, vous aviez à vous appuyer sur deux types de droits. Sur le droit social et puis sur le droit du travail, qui sont deux droits différents. Vous avez un droit social sur lequel effectivement le droit les obligations déclaratives sont en place et les relations avec les organismes régissent les relations entre les employeurs, quel que soit leur régime, et les organismes de protection sociale. Et puis vous avez le droit du travail qui impose, dans une rupture de contrat, de fournir toute une série de documents sans délai. Ce qui veut dire que l'attestation employeur est effectivement toujours à fournir. Même si on arrive à une transmission dématérialisée de l'attestation dans la relation employeur-Pôle emploi, qu'elle est validée par Pôle emploi, que Pôle emploi vous la retourne et que vous devez la rematérialiser pour la mettre à disposition du salarié. Et en même temps, puisque c'est la mode du en même temps depuis quelques mois maintenant, en même temps, on a vu apparaître un portail qui s'appelle Mes droits sociaux, mesdroitssociaux.fr, qui c'est en réalité une base miroir de la déclaration sociale nominative et permet à tous les salariés, à tous les individus, d'aller consulter, et d'ailleurs je suis sûr que vous êtes tous en train de vous dire « Ah mais oui, je vais y aller en courant », elle permet en vous y inscrivant de consulter la totalité des données que l'employeur ou d'autres organismes transmettent ou mettent à disposition. Et ainsi, on va avoir, par exemple, les gens qui verront des évolutions dans leur droit aux aides au logement pourront aller consulter sur sur ce portail, pourront aller consulter les données qui ont été transmises et voir ainsi si effectivement il n'y a pas une erreur dans les revenus qui sont déclarés, s'il n'y a pas des choses qui sont surprenantes. On va avoir dans la déclaration sociale nominative un compte-rendu métier, donc une remontée du système d'information DSN sur les employeurs, qui pourra vous dire sur telle SIRET, tel NIR a émis telle question ou a relevé telle anomalie. Est-ce que vous pouvez regarder de quoi il s'agit? Donc on va voir comment ça fonctionne. Donc voilà, ça a été une réponse un peu complexe sur votre question pour les attestations Pôle emploi. Donc oui, le droit du travail impose de rematérialiser une attestation Pôle emploi que vous devez remettre aux salariés. Le droit social devrait, avec le système de dématérialisation, vous en dispenser parce que toutes les données sont transmises aux agents de Pôle emploi et sont visibles depuis les postes de travail de Pôle emploi. Et vous allez avoir vos collègues de l'assurance maladie qui vont vous répondre pour les arrêts de travail, parce que tout va dépendre effectivement du statut. Alors, Nathalie Riquez-Rivero est en train de vous répondre. Je suis vraiment désolé que ni elle ni Benoît ne puissent monter et venir en public. Donc ce que je vais proposer, le replay va être enregistré, il va être mis à disposition. Vous pourrez vous y connecter et le revoir et revoir ces éléments là. Là vous allez avoir sur les éléments pour hop là, ça y est, c'est déjà sauté sur les questions particulières, pour que ce soit pour les architectes ou que ce soit pour les enseignants contractuels ou d'autres. Vous avez dans le système de questions-réponses de Net Entreprise, vous avez déjà toutes les réponses à ces questions. Et après, oui, effectivement, les quotités d'heures et toutes ces choses-là. Donc, je comprends parfaitement. Alors, ça va pas être le lieu pour que on puisse vous faire des réponses précises sur ces cas particuliers, mais on vous lâche pas. On va vous répondre en dehors
en dehors du webinaire et on va vous donner les éléments en dehors du webinaire. On arrive à 11h02, donc on est pile poil avec l'heure. Donc puisque nos collègues n'arrivaient pas à se connecter, je voulais savoir si Anne-Camille voulait vous dire un petit mot de conclusion pour clore ce débat. Donc je suis en train de cette présentation, je suis en train de la piéger parce qu'on n'en a pas parlé avant et que je n'avais pas proposé. Mais non, effectivement. ça serait, je pense que c'est important que un interlocuteur local puisse clore la présentation et vous rassurer sur le fait qu'il y a des humains dans votre région à votre disposition. Oui, effectivement. Hein. Donc moi, je suis de l'URSSAF de Picardie. Je suis chargée de relations clients. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à vous connecter sur ursaf.fr hein, depuis votre espace en ligne pour nous contacter. On répond régulièrement à toutes vos questions tous les jours. Hein. Pour dire régulièrement, c'est tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Nous sommes plusieurs à pouvoir vous répondre, notamment auprès de l'URSSAF. Il y a Benoît Ozarzac qui répond pour le national également. Et puis, on a également la ligne téléphonique, hein, le 3957 à votre disposition, avec de nombreux conseillers dans toute la France qui peuvent également vous répondre. Sachant que nous sommes toujours très disponibles et je suis désolée, on n'a pas eu beaucoup de connexions ce matin pour pouvoir assurer un peu plus au niveau du webinaire. Voilà. Bien, je reprends juste le micro. Merci beaucoup Anne-Camille. Donc on est effectivement désolé des difficultés techniques qu'on a rencontrées avec l'outil ce matin et je comprends pas ce qui a pu se passer. Je vous invite à prendre connaissance du replay. Ça va vous redonner si vous avez l'impression d'avoir des points de détail qui pourraient vous avoir échappé. Je vous remercie pour votre participation. Si on a des écarts chiffrés entre les infos venant de la paye et la réalité déclarée, on doit le faire directement sur les blocs dédiés. Alors, tout dépend de ce que vous appelez les écarts chiffrés, puisque de toute façon, ce qui intéresse dans la DSN, oui, rappelez le numéro de l'URSSAF 39, vous avez la photographie du mois en cours, donc l'écart chiffré entre la paye et la réalité à déclarer, normalement, il n'y en a pas. La paye et la réalité à déclarer sont les mêmes puisque c'est une photographie. Maintenant, si vous apercevez d'un écart a posteriori, oui, ce sont dans des blocs dédiés, dans des blocs changements, que vous devez faire les modifications. Voilà, le numéro de l'URSSAF étant affiché, je pense que le numéro c'est 3676, je pense le numéro de la CEPAM, le numéro générique de la CEPAM. S'il y avait des questions, je vous remercie tous pour votre patience et votre gentillesse, pour l'attente, pour votre attention. Je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end à venir. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'être un peu plus particulièrement aidé pour faire votre entrée dans la DSN, que je vous souhaite la plus simple possible. Et je vous souhaite une très belle journée en vous remerciant et à bientôt. On aura l'opportunité de vous inviter pour un futur webinaire qui va porter, lui, sur un domaine d'expertise avec des éléments beaucoup plus précis au niveau des déclarants et on aura testé et réglé le problème d'intervenants d'ici là. Je vous remercie, très belle journée. Au revoir. Très bonne journée, au revoir.